Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. L'update lecture de... Putain, j'ai oublié de présenter ces livres. Voilà, du moins, il y a un service presse que j'ai passé à la trappe alors que j'ai lu il y a quand même... On parle de semaines là, quand même plusieurs semaines. Et je vous rappelle les petites dates de dédicace. La première semaine d'avril, on est à Imagine un livre à Portée-sur-Garonne, donc près de Toulouse. C'est vraiment dans la banlieue de Toulouse, c'est accessible en transport en commun. Et ça sera la seule date, voilà, dans le sud de la France. Donc si vous êtes du sud, c'est maintenant ou jamais. C'est un festival gratuit, super sympa. L'année dernière, j'ai passé un super moment, même s'il avait plu. Là, j'espère que j'amènerai le soleil dans mon sillage. Et on se retrouve à Westurland, donc le week-end de Pâques. Donc, le grand festival d'imaginaire à Rennes est un des plus grands festivals d'imaginaire maintenant en France. Et bah, on va commencer. On va commencer sans pinailler. J'avais oublié ce service presse, tout simplement. C'est les mains vides, donc, de Elio Possoz. C'est chez La Volte. C'est dans leur collection, je vous en ai déjà parlé. Vous savez, leur petite collection Utopie, avec des mondes qui sont souvent à l'opposé du capitalisme, et parfois il y a des petites affaires qui se passent, mais en général ça propose des systèmes originaux de pensée, et donc là on est sur un monde particulier. C'est un texte où la plume est particulière, hein. C'est ce qu'on cherche chez La Volte. On est en France. On a un homme qui décide de fuir les grandes canicules, parce qu'on est vraiment dans le futur, il fait très très caliente, et pour échapper à ça, il prend sa bicyclette et il monte dans différents villages. Donc ces villages sont des espèces de communautés qui s'appellent les communas, je crois que c'est ça le nom, où voilà, il y a un regroupement de personnes qui vivent ensemble. Il y a toute une réflexion très pensée sur l'organisation des villes, des villages, de la politique dans le texte qui est très fouillé. Et on va le suivre dans ses voyages, dans ses rencontres, dans aussi son inquiétude pour le futur, ce qu'il doit éviter ou pas. Et donc chaque rencontre est prompte à discuter, à philosopher et parfois avoir des événements tragiques ou positifs. Un livre qui défend énormément l'écologie, un système anticapitalisme, une autre façon de penser. Donc voilà, il faut que vous le sachiez en rentrant dans le texte. Et c'est un texte que j'ai trouvé un peu sympa parce qu'il y a ce côté road trip en vélo. Le mec, il est chillax de fou. Il roule, il rencontre des gens. Et il y a aussi certaines tensions, voilà, que je vais vous laisser découvrir dans le texte, qui font que parfois c'est un peu dangereux. Et sur son chemin, il va rencontrer des portraits de gens très différents les uns des autres. Il va aussi nous expliquer ce monde qui est profondément bien pensé, dans le sens que c'est un texte où il y a énormément de réflexion, que ça soit politique, philosophique, qu'on le partage ou pas. Et surtout, il y a une vraie construction de système. Vous avez tout un lexique à la fin qui explique un petit peu les terminologies, parce que c'est un monde avec un autre système de pensée, une autre façon de parler. On est aussi sur une forme particulière. Vous allez avoir des mises en page, donc plutôt classiques comme ceci, mais à certains moments, vous allez avoir des choses qui s'apparentent plus, pas au poème, mais des choses qui s'apparentent plus à ces formes-ci. Il y a aussi des moments où on nous explique les règles de certains endroits. Bref, c'est un vrai système qui est pensé, où le système et le monde est plus intéressant que l'histoire en soi, hein, parce que c'est l'histoire d'un mec qui part en vélo et qui rencontre des gens. Donc en soi, c'est pas le truc le plus palpitant du monde, mais c'est au détour en fait un peu des philosophies où on remet en cause ce système, on propose ce système, on explique pourquoi on a abouti à ce système-ci. L'auteur, il est assez engagé a priori dans l'écologie, il fait partie de collectifs, de sciences humaines, la science-fiction décarbonée. Donc il y a aussi tout ce système de un monde qui vit sans les matières, on va dire, premières qu'on a aujourd'hui. Donc trouver une autre façon de se déplacer, trouver une autre façon de manger, de consommer, voilà, c'est aussi ça. Alors c'est sûr que vous vous doutez bien vers quel bord politique il s'est engagé. On est chez La Volte, donc voilà, vous savez dans quoi vous vous engagez, mais je trouve que c'est le genre de texte qui propose des choses. Donc voilà, vous voyez les usines là-bas, il y a quand même voilà, des choses alternatives et tout, et des grosses réflexions sur les canicules et sur les mouvements de foule, et vraiment ça fait réfléchir, voilà, sur ce qui se passe actuellement, même si nous en Normandie ça fait quasiment 1 an et demi qu'on n'a pas vu le soleil, et c'est pas pour exagérer, de mes 30 ans d'existence, je pense que j'ai connu 2 fois où il a fait vraiment mauvais, et là on n'a jamais connu ça. Il en reste que, vous prenez le sud de la France, on est sur des températures qui ne sont plus du tout normales, voilà, de saison, et on parle aussi des mouvements de migration, et nous on le vit aussi à notre petite échelle, hein. Il y a des gens du sud qui viennent habiter en Normandie. La Normandie est une région de plus en plus recherchée. Et c'est pour ça que les prix flambent aussi, dû à la proximité de Paris, mais aussi parce qu'ils savent que dans le futur, ça fait partie des régions qui sont plus ou moins épargnées par les pics de chaleur, et à part l'érosion des falaises, on n'est pas la région où ça craint le plus. Donc ça parle de ça, et je trouve que c'est assez intéressant. Et il y a des scènes, notamment il va rencontrer un homme, voilà, en chemin et tout,
où il y a vraiment la notion d'amitié, de partage et d'un retour aux sources de comment les gens sont liés. Parce qu'il y a plus vraiment de technologie aussi, les gens se parlent en face à face, ils communiquent. Donc voilà, c'est une proposition. Et le texte, alors, est pas toujours très simple au niveau de la langue. Hein. C'est une expérience un peu de lecture. Et parfois, on est un peu du père par par les façons d'écrire. Mais c'est une vraie expérience éditoriale. Si vous aimez les textes qui vous challenge, qui sont un peu barrés, voilà, je vous conseille ce genre de texte-ci. Après, parfois, comme moi, vous décrochez sur certaines choses parce que là, c'est un peu trop alambiqué ou, par exemple, il y a des moments où je trouvais ça un peu plan-plan. En fait, ça a vraiment été dans le récit où le début, ça allait, j'ai un creux dans le milieu et c'est reparti après un événement où, voilà, il y a des moments où ça m'intéressait plus ou moins et que c'est pas un texte qui est là pour être palpitant, c'est un texte pour faire réfléchir. Ensuite, je vous parle du troisième tome d'un cycle que j'aime bien, mais c'est lent. Voilà. C'est lent et le quatrième est sorti, j'attendrai la sortie poche, je crois qu'il y en a 6 ou 7 de prévus. Et c'est vrai que ce tome m'a un peu désarçonné parce que la première partie, j'étais en mode faut s'accrocher. Voilà, et on retombe dans ce que j'avais reproché un peu au tome 2 et là on relance l'histoire, mais en fait, c'est bête parce que je prends du plaisir de lecture, mais je me rends bien compte qu'il y a plein de gens qui vont décrocher parce qu'il n'y a pas tant de choses qui se passent que ça. C'est donc le troisième tome du cycle de Sif de Patrick Desdoué, donc Les chiens et la charrue. Alors, c'est compliqué de vous parler d'un troisième tome, surtout un tome comme... Surtout un cycle, le cycle de Sif, parce qu'on suit le personnage principal qui est au début du récit un jeune orphelin. C'est un livre qui est un peu comparable à l'Assassin Royal, récit initiatique. Le gamin va se fourrer dans des beaux draps, va travailler pour un homme de la cité, un peu comme un petit espion. Et il est hanté par une sorte de créature qui va le pousser à être toujours dans les ennuis, du genre il y a des choses bizarres qui se passent quand il est là. Il va être formé par un grand guerrier et il va perdre tout. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse découvrir la vie de Sif, mais c'est un récit totalement initiatique de gamin qui va avoir une grande destinée. Et Sif, contrairement à Fitz, c'est proche, attention, Fitz, lui, il est assassin. Voilà, c'est son boulot, il fait ça quasiment pendant tout le texte, même si bon, il varie un petit peu, il reste là-dedans. Sif, c'est un personnage qui va être autant espion pour un soldat mal vu, autant il va être une sorte de apprenti guerrier d'un peuple qui est pas très aimé de tout le monde, autant il va devenir un prisonnier, un esclave. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse, on en reste là pour le tome 1. Et donc à chaque fois, il a des parcours de vie où vraiment il a une vie très particulière parce qu'il lui arrive plein de choses. Et à la suite du tome 2, il va prendre une décision qui va le pousser à devoir fuir d'une certaine manière et il va embarquer auprès de sortes de gondoliers, de commerçants. Et donc il y a toute une partie sur le commerce et donc de développement d'univers de ce personnage qui est totalement déprimé parce que bon, voilà. Et en même temps, il y a un truc qui m'a un peu marqué, c'est qu'il y a un truc quand même grave qui se passe dans le tome 2. On sait que normalement ça aurait dû avoir des répercussions psychologiques sur le personnage, hein. On parle de mort et tout, et je trouve qu'il vit plutôt la chose correctement. Voilà, et j'étais un peu en mode, il y a un décalage, alors il vieillit, et puis il a tellement subi de trucs psychologiquement, peut-être qu'il est un peu anesthésié, mais j'ai trouvé qu'il y aurait quand même dû avoir quelques petites choses sur cet événement traumatique avec ce personnage en particulier, mais on a cette première partie de gondolier, qui est longue, voilà, vraiment. Et il nous parle un petit peu du commerce. Alors, on voit que Patrick Desdoué, c'est quelqu'un qui a énormément bossé son univers. Vraiment, on y croit, c'est très crédible. Et il y a des guerres en préparation, il y a énormément de contre-pouvoirs. Et donc, pour des gens comme moi qui aiment les fantaisies larges, les fantaisies travaillées avec du world building, c'est un kiff. Le problème, c'est que le world building prend énormément le pas sur l'action, donc ça plaira pas forcément à tout le monde. Et j'étais en mode, bah, l'histoire, elle débute quand, quoi? Parce que là, il y a un gros pan qui s'est fini dans le tome 2, il faut qu'on avance. Et il y a un bouleversement, il y a une très très bonne scène d'action qui fait la transition entre les deux parties, parce que le texte est un peu découpé en deux parties. Et on va avoir un personnage qui va être un peu plus important et avoir des prétentions guerrières. Voilà, je vous en dis pas plus. Je reste très large parce que là, c'est pas tout à fait ça. Mais on va être beaucoup plus dans le politique après, avec donc des enjeux qui relient le tome 1. C'est pour ça que c'est un texte qui est bien de lire un peu la suite, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui se rejoignent, et où là, on est un peu plus sur un personnage de Sif qui est plus adulte, avec plus de responsabilités. C'est un personnage
qui prend des mauvaises décisions, sinon ça serait pas drôle, et qui va choisir de faire des choses qui peuvent lui causer des problèmes. Donc voilà, c'est pas un personnage plan-plan, c'est un personnage qui a travaillé un minimum sur la psychologie, hein, c'est un personnage qui a énormément souffert et qui se pose beaucoup de questions. Et c'est vrai que ce tome-ci, il est hyper transitoire parce que, mine de rien, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Parce qu'entre cette partie de gondolier et cette partie qui est liée plus aux soldats, c'est de la mise en place de ce qui va se passer dans le tome d'après. Sauf que j'ai peur que le tome d'après soit de la mise en place pour ce qui se passe dans le tome après. En fait, j'ai l'impression que depuis, à part le tome 1, le tome 2 c'était ça, et le tome 3 c'est ça, et est-ce que le tome 4 sera ça? C'est ça qui est assez frustrant avec cet univers-ci, et pourtant, j'ai adoré, je l'ai bouffé, il fait 800 pages de trucs. Et c'est pas écrit gros, hein, c'est folio SF. Et pourtant, je prends du plaisir de lecture. C'est bien décrit, les villes, les enjeux. Il y a des personnages en plus. Il y a une myriade de personnages. Ce qui fait que t'as un personnage, tu vas le croiser qu'une fois, mais il va être bien traité. Et t'as des personnages qui reviennent aussi, ce qui fait que parfois t'es en mode oh, voilà. Et puis il y a des personnages où on s'attendrait, on se dit ah c'est lui, et en fait non. Et genre, il y a beaucoup de liens avec le tome 1, avec ce tome-ci. Donc on voit que c'est. Et ça fait plaisir, et il y a des enjeux, et tu te dis. Voilà, ok, ça va mal se passer, mais il en reste que question de rythme. Parfois, c'est un peu plan-plan, que c'est très posé et que bah, c'est de la fantaisie. Moi, que j'aime bien parce que ça me rappelle la vieille fantaisie, un peu héritage tolkienien, hein, de travail d'univers. Mais je suis pas sûre que des lecteurs modernes d'imaginaire soient toujours très fans de lire du worldbuilding. On le voit bien, on bascule dans des mouvements de fantaisie actuellement avec les modes, hein, sur de la fantaisie divertissement, sur de la fantaisie où il n'y a pas de world building, où il n'y a que des dialogues. Voilà, on a de la simplification d'univers pour être plus accessible à un large public, pour que ça se vende plus. Et donc, ce genre de récit, c'est un peu ce qui sort de l'habituel, et c'est ce qui est intéressant. Et on a ce pauvre Sif qui décide pas vraiment de sa vie, hein. Voilà, lui il va où le vent le mène, et il y a des scènes, c'est assez vraiment on est dans un monde où Sif en fait il a tellement vécu de choses que parfois il paraît un peu anesthésié, donc parfois on est un peu en mode ressent des choses Sif, mais il est tellement traumatisé le gamin que tu vois il s'est endurci, et c'est vrai que le petit garçon du début était beaucoup plus attachant pour ça. Et c'est pour ça que je vais continuer bien sûr cette série sans nul doute, et je la terminerai je pense, mais je me doute bien que c'est pas toujours accessible à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui ont décroché et je le comprends. Après, moi je trouve que l'auteur a une plume qui se lit très bien parce qu'elle n'est pas non plus hyper riche mais pas trop simpliste, et en fait elle est assez fluide, donc même s'il y a des descriptions ça s'enchaîne plutôt vite, mais vous avez des pages et des pages de il n'y a pas tellement de dialogue que ça, hein. Donc si vous n'êtes pas descriptif, voilà, et il y a beaucoup d'informations qui parfois ne servent à rien, parfois vont avoir un sens un petit peu après, et donc c'est pour ça que tu es en mode, il faut pas non plus que j'oublie beaucoup de choses parce que ça risque d'avoir une répercussion. Alors il y a aussi des choses où il y a la magie du scénario à plusieurs endroits qui se passent, hein. Par exemple avec ce qui se passe dans cette transition et ce genre de choses, c'est très peu crédible. En vérité, ça reste un roman, ça reste de l'épique, et il faut... C'est un personnage exceptionnel, voilà, avec un destin exceptionnel, mais je trouve qu'il y a quand même un côté réaliste dans la dureté du monde qu'il y a de la guerre et ce genre de choses. Et là, on va être sur quelque chose de plus épique, et j'espère que le tome 4 sera plus épique, mais là, il y a toutes les clés pour que ça soit plus dans le combat, qu'on avance un peu même politiquement parlant, on place les enjeux là, on est au tome 3. Et ça serait bien que les enjeux ils démarrent vraiment, qu'on commence à avoir des grosses batailles et tout. Et voilà, mais bon. Si vous êtes amateur de fantasy, à world building, développés, qui prennent leur temps, de sagas qui font 6-7 tomes, voilà, je vous la conseille. Et moi, je ne vous déconseillerai jamais cette série-là, même si je sais que elle n'est pas faite pour tout le monde, pour le coup. Ensuite et enfin, ce livre, c'est pas un livre que j'ai choisi. Alors, il est peut-être... Je l'ai lavé parce qu'il y avait du chocolat qui était... Ah, il est un peu sale. Il m'a servi... Alors, je vais faire une confession, c'est bête, hein, mais avant, j'étais hyper précautionneuse de mes livres. Et maintenant, mes livres me servent de sous-plat pour mes tasses de chocolat chaud montées. Donc, ce qui fait que parfois, il y a des petites taches de nourriture et tout. J'en suis désolée, du moins les poches. Pas les grands formats, mais les poches. Et voilà. En plus, alors ça c'est Freya. Je suis désolée, hein, mais Freya a renversé la tasse sur le livre. C'est un livre qu'on m'a offert, un livre dont j'ignorais l'existence. Et je remercie Zatis si elle passe aujourd'hui sous la vidéo.
C'est un livre qui est un livre un peu historique. Un livre qui ferait peut-être du bien à lire à beaucoup de gens en ce moment parce que c'est un livre qui parle de religion. Alors, je pense que c'est important de le rappeler pour les gens qui tombent comme ça sur la vidéo et tout. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit en la religion. Voilà. Et donc, je l'ai pris d'un point de vue un peu externe. Je pense que si vous êtes croyant, ce texte peut vous apporter autre chose. Voilà, je pense. Mais c'est un texte qui parle de l'acceptation des autres, du libre, comment dire, de vivre ensemble et de mettre fin à la haine de la religion. Voilà, entre les religions entre elles, quoi. Et c'est donc le livre de Saphir de Gilbert Sinoué, qui est un texte qui repose sur des faits historiques. On est à Tolède en 487. On est en Espagne et on est en Espagne où l'Inquisition sévit. Donc l'Inquisition à l'époque notamment chassait certaines populations, notamment les populations juives. Et on va suivre 3 personnages que tout oppose, notamment les croyances. Vous avez donc un juif, un moine franciscain et un arabe. Voilà, c'est on dirait le début d'une blague qui a mal vieilli, mais on est sur ce début-ci. Et ces 3 personnes qui ne se connaissent pas, voilà, qui ne se côtoient pas, vont être liés par le décès d'un personnage à une quête d'un livre, un livre qui serait le livre majeur de notre monde, celui qui donnerait la vérité, du moins le livre de Saphir, et donc ils partent tous les 3 ensemble dans cette quête-ci, et en parallèle vous suivez donc une jeune femme qui est une des amies très proches de la régnante en Espagne, et donc d'une femme qui a un rôle majeur dans l'Inquisition. Et donc son amie va être liée à cette quête-ci. Elle va être un peu envoyée comme une espionne aussi, et ils vont partir tous ensemble. Et c'est un texte qui, alors, est très historique. Moi, j'ai appris plein de choses, notamment sur l'Espagne de l'époque, la dureté, la violence. Et c'est un texte qui s'inscrit bien en nous expliquant aussi, après les événements, qu'est-ce qui s'est passé. Donc on sait tous que l'Espagne, l'Inquisition a chassé des peuplades entières de personnes qui n'étaient pas, on va dire, partagées par le christianisme. Et donc c'est un texte qui est assez déchirant parce que vis-à-vis, même quand on le remet dans le contexte actuel, c'est extrêmement beau. Moi j'ai été, déjà la langue est belle, j'ai été touchée par les personnages qui s'aiment pas au début, qui s'aiment pas, ils sont ouverts parce que ce sont en général des gens en plus qui pratiquent la religion, donc ils sont pas fermés aux autres, mais qui sont opposés quand même sur certaines idées et qui en même temps montrent en quoi ces dogmes se rapprochent essentiellement sur d'autres. Et donc ils s'unissent ensemble dans cette quête qui va les faire voyager. On voyage énormément avec des indices. Il y a un côté un peu ésotérique pour les gens qui aiment bien un peu enquête. Voilà, où il faut trouver un petit peu les lectures. Il y a tout un truc avec les symboles, où il y a les placements de villes, et il y a même des petits schémas et tout, pour que vous suiviez l'enquête. Et notamment, vous avez aussi des psaumes ou des choses qui sont en lien avec la religion, dans les petits encarts juste ici. Et j'ai été... voilà, je vous montre ça, par exemple. Vous avez ce côté-ci. Donc c'est un texte qui est pas exigeant au niveau de la plume. Alors il faut quand même suivre l'histoire parce qu'il y a toutes des choses qui sont intéressantes et on apprend plein de choses. Voilà, les messages sont bien portés et la fin est assez bouleversante dans le sens que ce que le texte dit et ce qu'il raconte, j'ai trouvé ça assez formidable, même moi n'étant pas une personne qui pratique la religion. Et donc, voilà, je pense que le texte s'adresse, et je pense que ça sera aussi un message qui sera très bien perçu par des gens qui la pratiquent, parce que, voilà, il y a un côté beau, il y a un côté poétique dans ce texte qui est quand même assez formidable. Alors, c'est sûr que si vous n'êtes pas intéressé par cette question, ça risque d'être long. C'est beaucoup de voyages, de questions, de philosophie, il n'y a pas beaucoup d'action. Voilà, il y a quand même des scènes où il y a des attaques, où il y a des emprisonnements, où on va parler du racisme, du moins du, du racisme religieux, du genre, voilà, notamment le personnage arabe, à un moment, je crois qu'il va être mis en prison parce qu'il pratique pas la même religion que les autres. Donc voilà, et en même temps, ça démonte aussi certains clichés. Et c'est ça c'est le vivre ensemble qui est dedans, et je trouve que le texte est plutôt pas mal, et la fin est aussi très triste, et en fait c'est horrible parce que il te raconte cette histoire, voilà, avec ce livre, il y a des explications aussi à la fin, historiques, et c'est un texte qui est d'autant plus touchant et triste
qui n'empêchera pas les événements qui vont se passer après, qui n'empêchera pas la haine des religions, qui n'empêchera pas l'Inquisition de faire ce qu'elle doit faire. Ce qu'elle a fait plutôt. Et voilà, donc je pense que ça peut vraiment plaire aux gens qui aiment l'histoire, qui aimeraient lire un texte qui questionne ces questions-ci sans jugement, mais sans faire de la propagande non plus. Il n'y a pas un moment dans le texte, à un moment il y avait beaucoup trop de religion, donc j'étais un peu en mode ça fait beaucoup, mais j'ai pas trouvé que ça faisait tout prosélytiste non plus. Du moins, ça te dit, ça parle du fait de croire et tout, donc voilà, ça, on est assez grand pour savoir si on le veut ou pas, mais voilà, j'ai l'impression d'avoir une publicité pour croire en telle ou telle religion. Donc c'était plutôt intéressant. Le personnage de Donna Manuela Vivero, c'est un personnage que j'ai trouvé assez touchant parce qu'elle va se retrouver avec ces trois hommes, pas forcément acceptés bien au début parce que c'est une femme, donc on va aussi parler du statut des femmes à l'époque. Et il y a une certaine cruauté dans l'histoire qui va se passer et je trouve que le texte est très touchant aussi vis-à-vis de ça et je vous laisse découvrir, je ne vais pas vous en dire plus, mais si vous avez envie de vous challenger, de lire autre chose, et je remercie encore Isatis de m'avoir fait découvrir ce livre, il m'avait écrit une très belle carte en disant que c'était un de ses livres préférés. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu ces livres, et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.